Et nous allons à présent passer la parole à Christine Lebel, qui est donc maître de conférence HDR à l'Université de Franche-Comté, vice-présidente de la FDR. Christine, nous t'avons confié le thème du nouveau statut d'entrepreneur individuel, et donc qui est vraiment tout récent et qui effectivement apporte un certain nombre d'évolutions, et on va s'interroger sur ce qu'il peut apporter au regard, j'allais dire, des structures sociétaires. Est-ce que ce sera réellement opérationnel pour les agriculteurs ? Il nous paraissait intéressant de s'interroger. Et qui mieux que toi pour y répondre, puisque tu étais déjà spécialiste du précédent texte, enfin de la précédente loi qui a été abrogée, donc c'était l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Tu avais commis un ouvrage sur le sujet, donc nous attendons donc le nouvel ouvrage sur cette nouvelle loi. C'est à toi pour une vingtaine de minutes. Agricole. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vais aller assez vite dans les remerciements pour gagner un petit peu de temps, parce qu'effectivement, je crains fort que mon temps ne soit plus que minuté. Théoriquement, j'ai déjà terminé de parler. Donc voilà, on va essayer de faire vite. On va aller au rythme du sprinter avec l'intensité du marathonien, si j'y arrive. Pour mettre un petit clin d'œil sur une activité sportive qui m'est chère aussi. Que vous dire? Alors, la première chose, et pour rebondir avec ce que disait Samuel Crevel de suite, c'est aussi, alors avec plaisir de se retrouver tous ensemble ici. Alors, on avait déjà eu une première tentative en février dernier qui effectivement avait démontré l'intérêt du droit rural au niveau national, je veux dire presque un renouveau, et en plus ce renouveau aujourd'hui prend vraiment la forme de la nouvelle génération. Je veux dire, ça y est, on est dans un terme aussi assez classique du droit rural, on est vraiment dans la transmission, et cette transmission aussi avec les moyens nouveaux, puisqu'avec le distanciel, j'ai eu quelques petits clins d'œil par SMS dans la matinée pour me dire je suis à distance, j'écoute, je vous écoute, et de retrouver ainsi des anciens étudiants. Mais pour un enseignant, il n'y a pas beaucoup de plus grand plaisir, et certains sont aussi dans la salle, donc ne serait-ce que pour ça, je leur remercie d'avoir su être contaminés par cette passion du droit rural. Alors revenons à notre problématique d'aujourd'hui. On est sur une loi qui est toute récente, un peu plus récente que la loi qu'on évoquait tout à l'heure, que Stéphanie nous évoquait tout à l'heure, puisque c'est une loi... voilà, si j'y arrive. Ça y est, ça marche. Donc on est sur une loi du 14 février 2022. Alors j'allais dire, vous voyez, finalement on est complètement dans la thématique de cette journée. 14 février, n'y a-t-il pas plus belle journée que pour évoquer l'amour et le désamour avec les sociétés et le droit rural. Donc voilà. Alors, l'origine un petit peu, l'état des lieux et l'origine. Alors je vais peut-être, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toute l'évolution législative en la matière, en fait on est parti d'un système, c'est-à-dire que il y a plusieurs matières qui sont à la source, à l'origine de cette évolution. C'est l'idée de protéger la personne qui n'a pas de structure sociétaire du risque de défaillance économique, de difficulté, pour lui permettre alors on a commencé avec le RSA, avec le reste à vivre, avec le fait de rendre la résidence principale insaisissable. On l'a fait avec la déclaration de notoriété d'insaisissabilité, puis en 2015 avec l'insaisissabilité légale. Et donc l'idée, c'était quand même en 2010 de passer sur un outil un peu plus intéressant par la technique de patrimoine d'affectation qui a été intégrée en droit français par une loi du 15 juin 2010. Et en fait, l'idée, et je vous reverrai, je vais repasser un peu plus rapidement après sur les slides, l'idée c'était d'atteindre 100 000 patrimoines d'affectation à l'échéance de 10 ans, c'est-à-dire en 2021. Or, juin 2021, on était en dessous de l'objectif poursuivi. Pour cette raison, le législateur a décidé de changer de braquet, si je peux dire,
et de tirer les conséquences de ce qui s'était passé d'ailleurs sur la problématique de l'insaisissabilité de la résidence principale, en passant d'une insaisissabilité volontaire, formaliste, voulue, j'allais dire actée juridiquement, à un dispositif de plein droit et automatique sans aucune formalité. Et c'est cette méthodologie-là que le législateur a utilisée dans le plan indépendant de septembre 2021 qui a été retranscrite donc dans la loi du 14 février 2022. L'idée, c'est effectivement de protéger la partie professionnelle, plus exactement la partie non professionnelle de la défaillance professionnelle. Et là, on rejoint complètement notre objectif de ce jour. L'objectif réel de ce texte, c'est aussi de favoriser la mise en place d'une structure sociétaire, parce que et c'est quelque chose quand même qu'il faut mettre en avant, je pense, tirant les conséquences, ou plus ou moins les leçons des difficultés pratiques de l'EIRL. Le législateur est revenu à ses premières amours, si je puis dire, à ses amours de 1985, qui en droit français a permis à la SARL d'être unipersonnelle et conjointement à instituer l'EARL en agriculture, donc qui est la seule société qui peut être unipersonnelle. C'est de dire, bien finalement, même si on est seul, la structure sociétaire est certainement meilleure que les techniques empruntée à d'autres réglementations, et notamment la technique du patrimoine d'affectation telle qu'elle existait avec le patrimoine EIRL. Alors voilà, je vous ai mis un petit peu, et si besoin, la présentation est diffusable sans souci à l'issue de cette journée. Bon, c'est simplement parce qu'elle comporte notamment l'inventaire des textes, et je vais passer assez vite sur les textes. En fait, voilà, on est parti d'un point de vue, je vais dire, juridique. On a inséré des nouveaux textes, L626-22 à L626-31. On a adopté des nouvelles règles de coordination en cas de difficultés financières. Et puis, on a toiletté un certain nombre de choses dans le Code de la consommation pour les problèmes de surendettement, pour la partie non professionnelle du patrimoine. Mais ce que je voulais juste souligner ici, c'est qu'on a eu un toilettage et une actualisation du Code rural et de la pêche maritime. Et j'en étais vraiment très, très contente, très satisfaite lorsque j'ai vu... alors je me suis trompée, j'ai mis 22 février 2022, c'est 14 février. Je vous prie de corriger bien ma coquille. En fait, on a eu un toilettage de la partie donc, du livre 3 du Code rural sur le renvoi aux procédures collectives, et notamment on avait encore un vieux renvoi à une loi de 1984 qui était quand même abrogée, donc il était plus que grand temps quand même qu'on mette ça en coordination. Franchement, ça faisait quand même pas top. Cette loi nous donne une définition légale de l'entrepreneur. Alors attention, on a une définition légale de l'entrepreneur, mais pas de l'entreprise. On raisonne non pas en entreprise, mais on raisonne en entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a une conception subjective des intervenants, et c'est pour ça que du coup on retrouve la logique sociétaire quelque part derrière tout ça. Hein, c'est vraiment tout ça. Donc en fait c'est la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante. Je sais que la référence à l'activité professionnelle indépendante, il est parti Patrick, est quelque chose qui fait résonance à beaucoup de personnes. Mais du coup, on est sur tout secteur activité économique et tout niveau, que ce soit une micro-entreprise ou une entreprise individuelle, je vais dire au réel, peu importe, il n'y a pas de distinction. Du coup, corrélativement à la mise en place de ce nouveau dispositif, alors là encore, il nous faudra un décret qui devra intervenir au plus tard avant le 15 mai prochain. Corrélativement, on arrête. On arrête le patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que dès effectivement l'entrée en application, c'est-à-dire dès le lendemain, parce qu'on est sur un article qui n'a pas besoin de décret d'application, dès le lendemain de la publication au journal officiel de la loi du 14 février 2022, il n'est plus possible de créer de nouveaux EIRL. Alors je vous ai mis là. Il n'est plus possible de créer de nouveaux EIRL. Les EIRL existants vont continuer à fonctionner, vont finir leur vie, c'est-à-dire leur vie naturellement, avec éventuellement des modifications dans l'affectation, avec effectivement des possibilités de céder, de transmettre, avec des possibilités aussi de disparition en cas de décès
de l'entrepreneur, mais on ne pourra plus en créer de nouveaux. Je vous le disais de suite, méthodologie du législateur. On utilise quelque chose qui semble avoir, je vais dire, si je prends une image du droit de la distribution, c'est une méthode éprouvée. C'est le passage de la DNI à l'insaisissabilité légale. Aujourd'hui, dès lors qu'on a un numéro SIRET, eh bien, tout entrepreneur individuel a sa résidence protégée, notamment tout spécialement, bien sûr, quand il en est propriétaire. Et quel que soit le système dans lequel il est, les créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement au début de son activité professionnelle ne peuvent pas saisir la résidence principale afin de la faire vendre pour obtenir le règlement de leur créance d'origine professionnelle sur le prix de vente. Donc ça, c'est socialement, sociologiquement, c'est quelque chose quand même qui est une vraie nouveauté, quoique il y avait déjà un petit frémissement dans les procédures collectives à propos des agriculteurs, puisqu'il y avait ce délai et ce délai pour l'agriculteur de quitter la résidence principale. Et c'est un peu cette idée-là qui a un peu essaimé, égrené via le droit des entreprises en difficulté. Je pense que l'origine, elle est quand même là. Et finalement, le droit rural va être une source d'inspiration pour les autres branches du droit de l'entreprise. Donc c'est très très bien. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc dispositif volontaire, sans formalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une immatriculation, c'est-à-dire dès le numéro SIRET, automatiquement, de plein droit, sans autre forme de procès, je pourrais dire, si je parodie La Fontaine, eh bien, il va y avoir une dissociation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sans pour autant que alors on est sur les balbutiements encore, sans pour autant qu'on considère que ce soit un phénomène d'affectation. Pour le moment, c'est un problème de dissociation et, le cas échéant, ultérieurement, de réunification. Donc on est sur une autre méthode, on n'a pas les mêmes outils qu'avec le IRL. Donc ça, je vous l'ai dit. Alors du coup, on a un patrimoine professionnel, et c'est là où on va avoir besoin du décret d'application, puisqu'il est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utile à l'activité et aux activités professionnelles indépendantes. Alors, que dire de cette phrase qui est quand même assez fondamentale ? D'une part, on a un problème, on a une difficulté, et c'est là où on attend le décret, c'est sur la notion d'utilité. Qu'est-ce qu'un bien utile à une activité ? Et c'est là, quelque part, où est un peu la pierre d'achoppement du dispositif, puisque on n'a pas, dans le IRL, on avait le terme nécessaire. Là, utile, c'est quand même, en intensité, c'est beaucoup moins fort. Par ailleurs, je crois que je l'ai peut-être dit, mais je le mettrai dans la contribution écrite, ça pose un certain nombre de problèmes et les notaires me comprendront très bien, sur les problématiques de démembrement de propriété, de biens indivis, voire de biens participants ou de biens qui sont communs à des époux mariés sous un régime de communauté. Donc on a un certain nombre de difficultés qu'il va falloir éventuellement résoudre en théorie et en pratique, et on attend le décret pour cela. De l'autre côté, le patrimoine personnel, c'est plus simple, c'est tout ce qui n'est pas dans le patrimoine professionnel, donc c'est une définition par défaut, peu importe. Autre précision, contrairement à l'EIRL, il pouvait y avoir plusieurs EIRL pour une seule et même personne physique. Aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un seul et même patrimoine, un seul et unique patrimoine professionnel, et ce, quand bien même l'entrepreneur exercerait plusieurs types, plusieurs catégories d'activités professionnelles indépendantes. Je passe simplement pour dire qu'en cas de difficulté financière, du coup, cette méthodologie de scission de patrimoine, on va le retrouver aussi. Code de commerce pour le patrimoine professionnel et ou code rural, éventuellement pour la prévention si effectivement il y a une profession agricole, et code de la consommation pour la partie non professionnelle avec les dispositions du livre 7 de la consommation. Le cas échéant, je laisse, c'est le détail, il y a un mécanisme de coordination entre les deux procédures si toutefois il s'avérait qu'il soit nécessaire d'ouvrir à la fois une procédure sur le patrimoine professionnel et une procédure sur le patrimoine professionnel. Mais tout ça, en fait, tout ça n'a qu'un seul et unique objectif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une espèce de phase à l'essai, mais beaucoup plus structurée, si je peux me permettre,
pour faire un petit clin d'œil par rapport à l'intervention de ce matin. Le but, c'est de favoriser la mise en société de l'entreprise individuelle. L'idée, c'est que c'est un dispositif de démarrage, un dispositif d'amorçage, puisque le but, c'est d'aller sur les structures sociétaires unipersonnelles si l'acteur économique continue à rester seul, voire sur des structures pluripersonnelles. Donc, en fait, quelque part, le cœur de cible dans un premier temps, ici, pour nous, c'est l'ERL, sauf à ce qu'on ait un mariage qui vienne avec des fiançailles, qui viennent se profiler par la suite. Donc voilà. Alors pourquoi ? Alors il y a plusieurs objectifs. Le législateur nous dit que parce qu'en fait, dans la société, on a une limite claire, ça évite cette difficulté avec le critère de l'utilité. C'est aussi beaucoup plus simple en matière de cession, de transmission, parce qu'effectivement, si on est en pluriprofessionnel, quid des droits des créanciers, comment on fait pour partager un morceau d'actifs alors que théoriquement les créanciers ont un droit sur toute l'assiette de la partie professionnelle du patrimoine? Comment on va faire? Voilà, certains professionnels disent que de toute façon, ça ne remet pas en cause la cession de fonds de commerce telle qu'on l'existait jusqu'à présent. Je pense qu'en l'occurrence, oui. Mais bon, voilà. Alors en fait, et là j'emprunte une analyse à un de mes collègues qui est Arnaud Lecourt à Toulouse, non à Pau, pardon. Donc en fait, la société, c'est effectivement, là encore, on a un retour en arrière, c'est la solution de remède à tous les problèmes. Pourquoi ? D'une part parce que certes, une transmission universelle du patrimoine professionnel a été mise en place, mais on a le problème du critère de l'utilité. On a ce que je vous disais, les problèmes liés au bien commun, bien individu, démembrement de propriété. Donc ça, c'est toujours voilà, des points d'interrogation, éventuellement des sources de conflit. Le patrimoine professionnel peut certes être cédé, mais il doit être cédé dans sa totalité. Donc on ne peut pas avoir de transmission progressive. Et donc, quand on a une société, ça ne peut être que sous la forme d'un apport classique du droit des sociétés. Je précise, compte tenu de ce qu'on a dit, on n'est pas du tout dans les mécanismes spécifiques du bail rural. En plus, le fait que... Alors, on avait des dispositions, enfin des règles qui étaient prévues dans le projet de loi qui ont été exclues. C'est-à-dire qu'en fait, on prévoyait une notification aux créanciers titulaires de contrats conclus in situ personi, mais cette précision a été retirée de la version finale du texte. Donc, c'est un peu plus compliqué, du coup, pour les céder. En plus, voilà, donc cette transmission progressive, du coup, n'est pas possible. On ne peut céder qu'une seule fois et globalement, j'essaye de le faire le plus vite possible et le plus synthétique avant que j'ai le papier des 5 minutes. Voilà, je le savais. Donc, bon, du coup, pas de cession progressive, pas de cession partielle et effectivement, je pense qu'il y a là un défaut congénital du dispositif qui fait qu'effectivement, seule la société peut être un outil véritable d'évolution d'une activité économique et tout particulièrement en activité agricole. Sur la problématique du démembrement des droits, en fait, on a un problème, c'est que le patrimoine, c'est une universalité de droit. Donc, ça n'est pas... Est-ce qu'on va aller... tordant un peu la notion en disant que ça peut être éventuellement un bien. Je parle sous couvert de mes chers collègues. Je pense que ça va quand même poser un problème. Donc, démembrement d'une universalité de droit, autant que je sache aujourd'hui, ça n'est pas encore acté au niveau du droit positif. Pourquoi pas, mais à voir. Et puis, alors, autre chose, ça c'est vraiment important, en cas de décès. Et on sait que malheureusement, l'activité agricole est une activité assez risquée, ou une des plus risquées au point de vue professionnel. En cas de décès de l'entrepreneur individuel, la dissociation patrimoniale disparaît comme par un coup de baguette magique, automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas
il y a une réunification des deux patrimoines, et ce qui fait qu'on ne peut pas transmettre le patrimoine professionnel dans le cadre du règlement de la succession. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est aussi un inconvénient majeur. Donc, pour conclure, j'aurais grignoté quelques minutes supplémentaires. Voilà, il me semble qu'effectivement, bon, ça peut être intéressant, pourquoi pas. C'est dans la boîte à outils, dans la boîte à outils, pardon, des structures juridiques offertes aux entrepreneurs. Le patrimoine professionnel, la dissociation du patrimoine professionnel est un nouvel outil qui emporte disparition de l'EIRL. Il ne me semble pas spécialement adapté, ce que j'expliquais, au monde agricole, notamment compte tenu des enjeux financiers et compte tenu du besoin d'investissement, donc du besoin de financement, donc du besoin de garantie, le cas échéant, que les financeurs et tout spécialement les banquiers vont demander. L'idée, c'est qu'effectivement, on arrête les autogaranties, enfin, il n'y a pas d'autogarantie et surtout pas d'autocautionnement. Donc, à partir de là, ça suppose effectivement qu'il y ait des ressorts patrimoniaux, soit au niveau du conjoint, soit dans la famille, ce qui n'est pas conforme à la finalité du dispositif. C'est pour ça que finalement, l'outil sociétaire... Oh, j'ai même une faute de frappe. C'est une vraie structure juridique d'entreprise, spécialement, je trouve, en agriculture, et a fortiori, bien sûr, je veux dire, on ne peut pas dire autrement, quand on travaille à plusieurs. Donc, pour cette raison, je pense que finalement, on peut regarder cette nouvelle loi, ces nouvelles règles, avec un petit peu de distance, tout simplement pour peut-être mettre sous le coup des projecteurs les différentes formes de sociétés en agriculture et dire que finalement, peut-être que c'est peut-être la vraie solution d'avenir. Et je vais rebondir sur les statistiques que M. Chandelier nous donnait tout à l'heure. On voit effectivement qu'une évolution est vraiment très claire et très nette. Et peut-être que dès que l'on ne travaille pas tout seul, mais encore que avec cette nouvelle loi, il semble qu'effectivement l'outil sociétaire soit peut-être l'outil structurel, juridique d'avenir des exploitations agricoles. Je vous remercie. Merci Christine.